Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Bayoun-Castador, je suis ancien visiteur médical, ancien attaché de recherche clinique en oncologie. J'ai travaillé à l'IGR, l'Institut de cancérologie Gustave Roussy. Voilà, donc à ce titre, je me permets aujourd'hui de vous parler de l'hypertension artérielle, ce qu'on appelle couramment la tension. Les gens disent j'ai la tension, j'ai la tension. C'est quoi la tension? Alors, quand on parle de la tension, il a une maladie cardiaque. Ce qui est cardiaque, c'est ce qui est relatif au cœur. Et dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a? On dit, ah, cet homme-là, il a un mauvais cœur. Mais le mauvais cœur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais c'est faux. Il n'y a pas de mauvais cœur. Enfin, on peut avoir un gros cœur, on peut avoir une malformation du cœur. Mais quand on dit il a un mauvais cœur, c'est au sens figuré. Dans le cœur, il y a quoi? Il n'y a pas 1000 choses dans le cœur. Il n'y a que du sang. Le cœur est une pompe cardiaque, il y a du sang. Et le siège de la pensée, de la réflexion, de tout, c'est au cerveau. La substance grise, la substance blanche, c'est au niveau du cerveau qu'il y a tout. Le moteur de la voiture est là, pas là. Là, il n'y a que du sang. C'est le réservoir d'essence. L'essence, c'est le sang. Le sang sert à quoi? Ben, le sang sert à nourrir tout le corps. Toutes les cellules du corps humain doivent se nourrir avec du sang. Vous coupez ici, vous verrez du sang. Vous coupez ici, vous verrez du sang. Partout où vous couperez, sur la poitrine, partout, vous verrez du sang. Donc il y a du sang partout. Et le sang en question se trouve donc dans le cœur et dans les tuyaux. Il y a deux espèces de tuyaux. Il y a des gros tuyaux qu'on appelle les artères et il y a des petits tuyaux qu'on appelle les veines. Bon, les gros tuyaux là ont leurs petits tuyaux aussi, ont des tuyaux un peu plus petits mais plus gros que les veines qu'on appelle les artérioles. Et les veines, il y a des veines plus petites qu'on appelle les vénioles. Bien, mais en ce qui concerne l'hypertension artérielle, c'est les artères qui vont nous intéresser, mais pas les veines. Alors, si vous voulez, la circulation sanguine, donc le cœur, c'est une pompe cardiaque, c'est lui qui distribue le corps dans tout le système sanguin, dans l'appareil circulatoire, dans tout le corps humain, le sang circule. C'est ce qu'on appelle l'appareil circulatoire. Donc, tu as le cœur et ses vaisseaux. Les vaisseaux, c'est pourquoi on parle souvent de maladies cardiovasculaires. Ce qui est vasculaire, c'est relatif aux vaisseaux. Les vaisseaux, c'est quoi? C'est les artères et les veines. C'est ce qu'on appelle les vaisseaux sanguins. Alors, on va prendre l'image d'une pompe, puisqu'on a dit que le cœur est une pompe cardiaque. La pompe, il y a de l'eau. L'eau vient d'où? Des tuyaux. Mais comment l'eau en question arrive au tuyau? Pour que, si vous voulez faire sortir de l'eau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la pression.
Deux fois, vous mettez un tuyau, vous voyez à trop de pression, pouf, le tuyau saute. Eh bien, cette pression-là se trouve également, ce phénomène-là se trouve également au niveau des artères. Et c'est ce qu'on appelle la pression artérielle ou la tension artérielle. Alors, la pression artérielle a un certain nombre, c'est-à-dire que ça doit être équilibré. Pour avoir une pression normale, il faut avoir en systole 140 mm de mercure ou 140 cm de mercure et 14 cm de mercure ou 90 en systole, 90 mm de mercure. Alors, quand ça dépasse 140 et 90 ou 14, 9, on a l'hypertension. Égal ou supérieur, on a l'hypertension. Quand c'est plus bas, c'est largement plus bas. Quand c'est 8, 7 en systole, c'est bon. Mais quand c'est 6, 5, c'est très bas. À la diastole plutôt. Et en systole, quand on a 13, 12, c'est bon. Mais quand on commence à avoir 10, 9, on fait de l'hypotension. L'hypertension, c'est lorsqu'on a 14, 15, 16 jusqu'à 22. Là, c'est vraiment, la pression est très forte. Donc, il faut que la pression ne soit pas forte. Il faut que la pression ne soit pas faible. Alors, la définition officielle de l'OMS, la définition donc de l'hypertension artérielle, selon l'OMS, l'hypertension artérielle est diagnostiquée lorsque la pression artérielle systolique est égale, supérieure ou égale à 140 mm de mercure ou à 14 cm de mercure ou à 90 mm de mercure ou 14 cm de mercure, mesure prise au repos sur un sujet allongé depuis 10 minutes et confirmée à 3 mesures. C'est ça la définition officielle de l'OMS de l'hypertension artérielle. Alors, on va essayer de décortiquer ça. J'ai déjà parlé de 140 mm, donc quand c'est supérieur ou égal à 140 mm ou 14, quand on dit bon, il y a 14, on le calcule en millimètres ou en centimètres. Quand on dit 14, c'est en centimètres de mercure. Quand on dit 9, c'est en centimètres de mercure. 9, c'est en diastole, 14, c'est en systole. Bon. Il aurait fallu que je vous fasse l'anatomie du cœur, comme ça vous aurez vu la systole et la diastole, mais bon, vous n'êtes pas des médecins, c'est une information que je vous donne, mais 14, 9, vous retenez, vous savez tous ce que c'est 14, 9. Ah, on m'a pris la tension, j'ai 12, 8. Ça, c'est la tension normale. On m'a pris la tension, j'ai 13, 7. C'est la tension normale. Mais on m'a pris la tension, j'ai 9, 5. Ah, là, c'est de l'hypotension. On m'a pris la tension, j'ai 17, 12. Ah, là, c'est de l'hypertension. Bien. Alors, l'hypertension artérielle est asymptomatique. C'est-à-dire, il n'y a pas de symptômes. Tu peux te sentir bien, or tu es hypertendu. Il n'y a pas de signe. Et un bon matin, on va voir, ah, il a fait un AVC. Mais quelqu'un était bien, tout ça là. Donc il n'y a pas de signe. Pour l'hypertension artérielle, il n'y a pas de signe. Les signes, ça s'appelle les symptômes. Par exemple, quand tu as la tuberculose, tu dois avoir la toux,
tu dois avoir la gorge qui fait mal. Ce sont les signes. Hein? Par exemple, la toux, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une maladie. C'est un signe clinique. Quand tu as la toux, ça veut dire qu'il te signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être la tuberculose, ça peut être la pneumopathie. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire qu'on tousse. Ça peut être tout simplement de la grippe, ça peut être le palu. Hein? Et on va tousser, mais c'est juste un signe clinique qui montre que tu as une maladie. Donc, l'hypertension artérielle, il n'y a pas vraiment de signe, mais néanmoins, il y a quelques indices. Quelqu'un, ça peut arriver que quelqu'un ait des vertiges, parce que la tension est montée. Voilà, mais normalement, il n'y a pas vraiment de signes cliniques. Oui, il y a des bouffées de chaleur, des trucs comme ça. Bon, c'est des petits signes. Mais comme tel, on peut être hypertendu sans le savoir. C'est pourquoi l'OMS a recommandé à tout médecin, chaque fois que tu vas voir un médecin, même si tu as une fièvre, de la diarrhée, on doit toujours prendre, alors que tu as une diarrhée, bon, a priori, on n'a pas besoin de te prendre la tension artérielle, mais on te prend la tension parce que à chaque fois, c'est la seule façon de savoir si tu es hypertendu. Alors, récortiquons la définition, on a dit mesure prise au repos sur un sujet allongé depuis 10 minutes. Normalement, quand tu vas voir un médecin, il te dit, bon, ben, allongez-vous. Tu t'allonges et il te laisse te reposer pendant 10 minutes parce que des fois, tu as marché, tu étais pressé, tu es venu, quand il va te prendre la tension, bien entendu, comme tu as fait des mouvements, la tension va augmenter. Donc, c'est pourquoi il faut que tu sois au repos depuis au moins 10 minutes. Il te prend la tension, tu as 16, 10. Ah, là, ça ne va pas. Mais, il va te dire de revenir demain. Demain, tu reviens, il reprend la tension. Ah, tu as 14, 9. C'est toujours pas bon. Il te dit reviens après-demain. Normalement, c'est ce qui doit se passer. Mais bon, vous savez, les médecins, il y a la salle d'attente, il y a plein de gens qui arrivent. Dès que tu arrives, il te met le tensiomètre, tac, 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 tac. Normalement, c'est pas ça. Il faut 10 minutes allongé où il te palpe, il te prend le pouls, voilà, il écoute les oreilles, les battements de cœur et tout ça pendant les 10 minutes. Après, il te fait une interrogation clinique. Voilà, il te fait une interrogation clinique, c'est-à-dire est-ce que vous avez des gens hypertendus dans votre famille, vous avez des cancers dans votre famille, vous avez du diabète dans votre famille. Il vous pose quelques questions pour savoir à quel genre de patient il a affaire. Bien. Alors, j'ai dit qu'il n'y a pas de signe clinique. Bon, maintenant, l'étiologie de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire les causes de l'hypertension artérielle, ça peut être l'hérédité. Papa ou maman était hypertendu, ben, il y a de fortes chances que tu sois toi-même hypertendu. Tu ne le seras pas forcément, mais il y a de fortes chances que tu sois hypertendu si tu n'as pas une bonne hygiène de vie. L'âge aussi est un facteur. L'âge, tu as 50 ans, 60 ans, tu peux devenir hypertendu. La masculinité aussi, c'est-à-dire que la tendance est plus forte d'avoir la tension chez les hommes que les femmes. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de femmes qui ont aussi la tension et qui font des AVC.
Voilà. Donc, l'attention, ce n'est pas seulement pour les hommes, mais la masculinité est une forte tendance. Il y a aussi la sédentarité. Tu ne fais pas d'exercice physique, tout ça. Le manque d'exercice physique, c'est ce qu'on appelle la sédentarité. Tu es toujours à la maison, tu ne sors pas, tu ne bouges pas, tu ne fais pas la marche, tu ne cours pas. Bon, ça, c'est aussi un facteur qui peut provoquer l'hypertension artérielle. Alors, je dois vous dire qu'il y a deux types d'hypertension. Il y a l'hypertension primaire ou essentielle. Donc, c'est les 80% des cas d'hypertension. Et tu as 20% d'hypertension secondaire. L'hypertension secondaire, ça ne veut pas dire que tu es hypertendu normal, primaire ou essentiel, non. Ça veut dire que tu deviens hypertendu à cause de quelque chose. Donc tu es hypertendu, c'est secondaire à telle pathologie. Par exemple, un diabétique, quand tu es diabétique, tu as de fortes chances d'être hypertendu. Sinon, tu es souvent hypertendu. Donc, quand tu es diabétique, il faut aussi soigner ta tension artérielle. Donc, ça, c'est l'hypertension artérielle. Tu peux avoir une insuffisance rénale. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'hypertension secondaire. L'hypertension secondaire, c'est une hypertension qui est due à cause d'une maladie. Bon, quand ce n'est pas une maladie chronique, quand c'est une maladie qui peut se guérir, dès que tu guéris, l'hypertension disparaît. Ça, c'est l'hypertension secondaire. Bien. Alors, on va passer au traitement. Donc, l'hypertension artérielle, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie asymptomatique. Il y a deux types d'hypertension, l'hypertension primaire ou essentielle et l'hypertension secondaire. L'étiologie, je vous ai dit l'hérédité, l'âge, la masculinité, la sédentarité, le stress. Et quand on a fait un exercice physique tout de suite, la pression monte automatiquement. Donc, vous prenez la tension, ça va élever la tension. C'est pourquoi, quand vous allez à l'hôpital, il faut que le médecin vous fasse reposer pendant au moins 10 minutes avant de vous prendre la tension artérielle. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Le médecin, il a 15 patients qui l'attendent. Donc, il veut faire du chiffre. Hein. Il n'est pas là, c'est pas Saint-Pierre, c'est pas l'abbé Pierre. Hein. Donc, il est là, il veut faire du chiffre, il veut faire de l'argent. Donc, il vient, c'est bon, tu as 12, 7, il fait vite fait, allez, terminé, tu es parti. Il prend un autre patient. Voilà, malheureusement, c'est ça. Mais il y a des rares médecins, notamment les médecins, quand ils reviennent de l'école tout de suite, quand ils viennent de sortir, ils font leur boulot convenablement. Mais après, quand il est habitué, il veut faire du chiffre, allez, là, il bat. Bien, donc je passe au traitement. Le traitement de l'hypertension se soigne par les antihypertenseurs. Les antihypertenseurs, on a 7 classes d'antihypertenseurs. 7 classes. Nous avons les bêta-bloquants. Bon, quand je dis classe d'hypertension artérielle, classe d'antihypertenseurs, ça veut dire qu'une classe d'antihypertenseurs, il y a plusieurs laboratoires qui peuvent fabriquer les bêta-bloquants. Vous allez voir, Pfizer va avoir son bêta-bloquant, GlaxoSmithKline va avoir son bêta-bloquant. Chaque laboratoire, c'est comme les voitures, hein? C'est comme les chaussures, les mocassins. Weston en fait, Church en fait, John Loeb en fait, Berluti en fait, voilà.
Donc c'est exactement la même chose. Donc il y a les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, donc ça permet d'inhiber le système sympathique. Le système sympathique, c'est ce qui fait que l'homme soit très actif. Donc ça va inhiber le système sympathique et donc ça va baisser la tension. Alors, en parlant des bêta-bloquants, en Europe, souvent, les gens qui font des examens, ils prennent des bêta-bloquants parce que les bêta-bloquants, comme ça inhibe le système sympathique, ça te rend calme, ça atténue le stress. Parce que quand tu fais un examen, il ne faut pas être stressé. C'est pourquoi il est autorisé lors des examens, tu vas dans une pharmacie, tu dis j'ai besoin d'un bêta-bloquant, on te vend le bêta-bloquant. Ça c'est autorisé, on te vend, on sait qu'il y a le bac, les gens vont faire le bac, on te vend les bêta-bloquants. Et par exemple, Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, on disait de lui qu'il est agité. Et donc, les gens se disaient, il y a des moments où il était très calme, il fait un discours, il est calme. Et un jour, Jean-Luc Mélenchon a lancé qu'il a dû prendre une dose de bêta-bloquant pour se calmer, parce que c'est quelqu'un de très agité, très suractif, très réactif, voilà. Donc, les bêta-bloquants, ça te calme. Ça te calme, mais ça te calme dans tous les sens. Donc, ça calme tout, ça inhibe tout. Malheureusement pour les hommes, ça inhibe aussi l'organe mâle. Donc, pour les hommes, vraiment, les bêta-bloquants sont à éviter parce que ça inhibe l'organe mâle. Voilà. Maintenant, après les bêta-bloquants, il y a les inhibiteurs calciques. Donc, ça va inhiber le taux de calcium, donc ça va diminuer le taux de calcium dans le sang, dans les urines. Ça va inhiber le taux de calcium. Donc, c'est les inhibiteurs calciques. Parce que le calcium aussi, quand tu as trop de calcium, ça provoque l'hypertension artérielle. Donc, il faut inhiber le calcium pour... Alors, troisièmement, on a les diurétiques. Les diurétiques sont des antihypertenseurs qui sont natriurétiques. C'est-à-dire que ça diminue le taux de sodium, hein, donc le taux de sel dans le sang. C'est, par exemple, ceux qui prennent beaucoup de sel, qui consomment beaucoup de sel, les diurétiques vont donc inhiber le sel, vont donc baisser le sel dans le sang. Et dans le sang et dans les urines. Hein. C'est pourquoi quand on prend les diurétiques, c'est à éviter la nuit. Souvent, dès qu'on prend les diurétiques, on a tendance à aller tout le temps aux toilettes, faire pipi. Donc les diurétiques, on ne les prend que le matin. Il ne faut pas le prendre la nuit, sinon vous allez faire une insomnie. Si vous n'avez pas pris, vous avez oublié de prendre votre dose le matin, mieux vaut attendre le lendemain matin, parce que si vous le prenez la nuit, vous ne dormirez pas la nuit. Vous irez tout le temps aux toilettes. Voilà. Il y a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc j'ai parlé des bêta-bloquants, des inhibiteurs calciques, des diurétiques, et nous avons les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc ça va inhiber l'enzyme de conversion, ce qui est une enzyme qui provoque l'hypertension artérielle. Hein. C'est ce qu'on appelle les IEC, inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et nous avons
les alpha-bloquants. On avait les bêta-bloquants, on a les alpha-bloquants. Alors, c'est aussi un antihypertenseur. En parlant des alpha-bloquants, on était en train de... Parce que, vous savez, pour faire un médicament, on fait des essais cliniques. Donc, moi, je travaillais dans les essais cliniques, c'est-à-dire quand on fabrique le médicament, donc on va l'essayer aux patients. Et donc, quand on essayait aux patients les alpha-bloquants, on a constaté, enfin, un laboratoire a constaté que les patients commençaient à avoir une pilosité qui se développait. Pilosité, donc ils ont maintenant des poils qui poussent. Or, on fait l'expérience, les poils poussaient. Donc, ils ont fait une 4e phase d'essai clinique, parce que les essais cliniques ont 4 phases. Première phase, c'est l'étude de la dose. Deuxième phase, c'est l'étude de la pharmacologie, donc la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. La pharmacocinétique, c'est ce que le médicament fait au corps, et la pharmacodynamique, c'est ce que le corps fait au médicament. La pharmacocinétique, c'est ADMO, absorption, distribution, métabolisme. J'ai un petit trou de mémoire pour le hautement. Bref, c'est pas ça l'objet. Donc, la 3e phase maintenant, c'est les effets, les indications, pour étudier les indications. Ça va soigner quelle maladie, ça va soigner quelle maladie. Après, au bout de la 3e phase, on demande l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Et après, quand on a demandé l'autorisation de mise sur le marché, bon, si l'agence du médicament voit avec le dossier que vous avez fait que c'est efficace, ben on met ça en vente. Maintenant, vous pouvez faire une 4e phase. La 4e phase est souvent une phase post-AMM. Souvent. On a fait une 4e phase, mais ça peut être aussi pré-AMM. Quand par exemple vous voyez le développement pileux, ben, vous pouvez faire une 4e phase. Et là, comme il y avait le développement pileux, donc le laboratoire a réfléchi, ils ont inhibé le développement pileux au niveau du corps et ils l'ont gardé qu'au niveau de l'alopécie. C'est ce qu'on appelle la calvitie. Et donc il y a un traitement, la minoxidil, qui fait pousser les cheveux. La minoxidil, donc c'est ça vient de l'alpha-bloquant, un antihypertenseur. Voilà. Bien. Donc, il y a l'alpha-bloquant, il y a les antihypertenseurs centraux, et enfin, parce que je vous ai dit qu'il y avait 7 classes d'antihypertenseurs, enfin, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ce qu'on appelle ARA2. C'est ce que votre humble serviteur prend. ARA2, une bithérapie avec les diurétiques, et qui se complète avec les inhibiteurs calciques. Voilà, donc c'est ce que votre humble serviteur qui est hypertendu malheureusement prend. Alors, je dois vous dire quelque chose. Il y a des charlatans qui vendent des médicaments
ou qui vous vendent des trucs comme ça, ils vous disent ouais, vous buvez de l'eau, je sais pas quoi, la médecine quantique, tout ça, vous buvez de l'eau dans un truc et vous n'aurez plus d'hypertension. Il ne faut pas les écouter. L'hypertension, c'est la pression artérielle, la pression est forte. Donc le traitement, ça ne soigne pas. Ça permet juste de baisser la pression artérielle, de mettre la pression artérielle. Quand vous prenez votre comprimé, si vous avez 15, 10, eh bien, quand vous prenez votre traitement, vous aurez 13, 8 ou 12, 8. Là, vous avez une tension bien régulée. Si vous avez 12, 9, vous repartez voir votre cardiologue. Il ne faut pas avoir 14, il ne faut pas avoir 9. Il faut avoir 8, 7. Et de l'autre côté, il faut avoir 13, 12, voire 11. Mais 10, ce n'est pas bon. C'est de l'hypotension. Bien. Donc, le traitement de l'hypertension artérielle est à prendre toute la vie. C'est comme l'essence. Si vous ne mettez pas l'essence, la voiture ne pourra circuler. Donc, l'essence que vous mettez, donc le traitement que vous prenez, ça permet juste de réguler la pression artérielle. Donc n'écoutez pas les gens et n'oubliez pas de prendre tous les jours votre traitement. Dès que vous vous réveillez, si vous avez un bon estomac comme le mien, vous prenez votre comprimé au réveil, même avant de manger. Mais quand vous avez un estomac qui n'est pas bon, un estomac qui ne supporte pas les médicaments à jeun, vous mangez un petit morceau et vous buvez. Mais seulement, je dois vous dire que il est mieux de toujours manger avant de prendre ces comprimés. J'ai dit, et si vous avez des questions à poser, je reste à votre disposition dans les commentaires. Vous pouvez me poser vos questions. Merci.